qui de Ah, vous êtes l'ami de Marie. Je suis content de vous voir. Très bien. Ah oui. C'est une amie corse que j'aime beaucoup. Je veux dire, c'est une de ses amies. L'amie corse a monté une fréquence avec tout ce que ça comprend. Furie, langage. Et alors, elle a monté il y a quelques années une société plus grande d'une beauté avec vraiment les produits authentiques. Connaissance des plantes qu'elle aurait acquises de sa grand-mère. Il y a une très belle marque. C'est intéressant ça. Et c'est vrai que j'avais un ami qui enseignait en école d'architecture en Corse, qui travaillait aussi avec une dame qui s'intéressait à la laine des moutons. C'était parti sur une question de design à partir de laine. Ça, vraiment, Mais je pense que c'est une active vernaculaire. Ah, tout à fait. Un village un peu branché, en fait, Catherine, il y a un festival artistique chaque année. L'an dernier, j'étais le parrain. Donc, ils ont mis des affiches par cette même affiche que tu as choisie avec le siège. Mais j'ai pas pu y aller, j'étais malade. Mais bon, tout le monde me connaît dans le coin, en tous les cas. Presque la nuit. Tu leur laisses 5 minutes. On a dit 45 derniers délits que j'aimerais bien commencer. C'est étonnant parce que donc les places sont klaxonnées au milieu, les gens s'y installent. Ouais. Ils s'installent sur l'observation. Mais collaboratrice, quel travail. Vous avez réservé votre place, j'espère. J'ai pas vu m'acheter. Je l'ai vu là, ce matin. La chemise bleue rayée. Ouais, tu l'as pas mis. J'avais ce matin. Alors, elle est plus belle que la mienne. Elle est plus belle parce que le tissu est plus épais. Pardon. Pardon. Non, pas tous, c'est plus. Bonjour. C'est gentil de venir. Super. Gentil de dire coucou ici, Marc. Ça fait plaisir que tu sois venu, toi. C'est une des architectes de mon équipe du Sénégal. Voilà. Ouais. Et il y a... non, on va dire. Tu es avec ta maman? Je suis avec ma maman, il y a Noémie et Angèle. Elles arrivent, non mais... Bon, elles vont avoir un peu de retard. Oui, moi je fais ça, je suis tout seul. Bon, bah. Elle est suisse, elle est dans notre équipe du Sénégal. C'était tout prêt en fait quand tu es arrivé. Tout quoi? Tout était prêt? Oui, oui, c'était parfait. J'ai simplement donné mon PowerPoint. Ouais. Oui, non, T'as mis la fiche comme Marc, elle a réussi, il a descendu. Moi, j'avais peur que tu vas descendre des escaliers. Non, mais ça va. Doucement, doucement. Ouais. Tu as pu te reposer un peu. 1 heure, ça a été, c'était bien. J'ai changé de look. Mais tu vois, ce qui est bien, c'est qu'on te voit à quoi qu'il arrive. Le pupitre de... C'est impeccable, d'accord. Ça, bravo. Mais c'est pas fait exprès, c'est le hasard. Je pense que
Bonsoir à tout le monde. Nous voulions simplement vous demander d'être encore un peu patient. C'est le quart d'heure autorisé pour les retardataires. Donc, à bientôt. À 45, on démarre. Voilà. Bon, alors, voilà, nous allons commencer. Je crois que c'est le moment. Et nous sommes en tout cas très heureux dans la Maison européenne de l'architecture à recevoir avec bonheur Marc Hell qui nous fait l'honneur de venir depuis son île grecque, Skópelos, jusqu'à Strasbourg
pour nous présenter son travail de manière extrêmement argumentée, puisque ça sera vraiment une conférence théorique, si bien qu'en introduction, je vais me permettre de vous montrer quelques images qui couvrent en fait quasiment 70 ans de carrière. On va dire que c'est une histoire longue, puisqu'elle commence dans les années 50-60, que Marc Held est un designer, il est photographe, il est architecte, il ne fait pas de différence, plutôt il ne coupe pas les disciplines, elles sont reliées pour lui. En ce sens, je vais vous montrer toute une série d'œuvres qui ont été choisies, parce que je vais être très brève, dans la mesure où nous sommes aussi tenus à, je préfère le dire maintenant, à sortir de la salle à 20h30 et qu'il y aura une signature de livre. Il faut aussi que je vous présente la MEA, vous dire que c'est un avant-temps fort qui commencera au Kaléidoscope que je dise pas de bêtises, le 22 octobre, et que nous vous invitons tous à venir nous rejoindre pour l'ouverture. Voilà. Vous avez aussi des programmes qui sont distribués à l'entrée, et à la fin, effectivement, nous débattrons ensemble et vous poserez toutes les questions que vous désirez poser à Marc Held, qui sera vraiment heureux de débattre avec vous. Donc, on va commencer très vite par une série d'images pour vous présenter son travail. Donc, la conférence, on a décidé que le titre en serait « Pour une architecture vernaculaire contemporaine », qui présente en fait... Ah, ça n'avance, il faut que j'appuie fort. Là, voilà. Voilà, donc c'est un travail qui commence. Alors là, on a commencé par une première référence, puisque Marc a été enseignant en gymnastique et en sport au début de sa carrière. Et c'est un élément très important parce qu'il a étudié le corps comme une mécanique et qu'il en connaît tous les rouages en quelque sorte. Et le fait d'avoir travaillé sur son propre corps, de l'avoir compris, lui a certainement permis de structurer son travail, de travailler à l'échelle humaine, bien sûr, mais aussi de travailler sur la question de la tension des éléments. Si bien que là, ce premier travail a été un travail de Strong 1960, qui est un travail d'extension, un extenseur de gymnastique. Alors là, ça c'est l'affiche que tout le monde connaît, c'est l'icône principale, puisque Marc a surtout été connu pour ce siège culbuto, qui a été célébré jusqu'à en faire un objet dont on s'est servi. Par exemple, il y a une chanson de Sylvie Vartan où on la voit danser avec quatre sièges et quelques jeunes gens qui tournent autour d'elle. Donc c'est un siège qui a été, on va dire, marqué ta carrière, Marc. C'est comme ça, on va dire les choses comme ça. 1967, on voit Marc ici en train de travailler sur ce prototype, puisque ce qui le caractérise aussi, c'est de toujours être très proche de l'atelier et de la fabrication des maquettes. Il a été toujours proche du métier, c'est peut-être pour cette raison qu'effectivement, le mot vernaculaire trace bien sa manière d'être face aux produits et à l'idée que les gens doivent habiter le mieux possible. Les gens, c'est d'abord effectivement une manière d'être bien dans son corps et de pouvoir tester tous ces produits et ces objets en réel, à l'échelle 1 ou en maquette. Cette maison en acier Corten, 64-78, était une maison assez provocatrice, puisque la commande a été faite dans un endroit qui était relativement humide. Et pour y répondre, il a préféré mettre la maison sur pilotis, creuser un lac et prévoir immédiatement l'usure de la maison, la rouille de l'acier Corten. Donc c'est une maison qui a été... je crois qu'elle est protégée par les monuments historiques, me semble-t-il. Pour l'instant, il faut que le client actuel l'accepte, ce qu'il n'a pas tout à fait fait. Les monuments historiques voulaient l'inscrire à l'inventaire, mais ça signifierait qu'il ne pourrait plus le modifier. C'est en négociation. J'aimerais que ça se fasse, mais bon. Voilà. Et
il a très vite fabriqué des projets, conçu des projets d'architecture en Corse. Je pense que c'est une maison en Corse. Et voilà, en 1974. Et on voit déjà l'intérêt pour tous les matériaux locaux, c'est-à-dire la pierre. Je pense que la pierre est un matériau qui te tient à cœur, puisqu'un des grands amis d'ailleurs de Marc est Gilles Perrodin, avec lequel il a des affinités quant à l'utilisation de ce matériau. Là, vous voyez des détails, parce que tu utilisais aussi le béton, inévitablement, mais la pierre était quand même le matériau principal. J'insiste aussi sur la question des maquettes, puisque tout ce que tu fabriquais était... Nous fabriquions. L'équipe, oui, d'ailleurs, je crois qu'il y a des... C'est une petite équipe, mais j'avais des gens extrêmement adroits de leurs mains, plus adroits que moi pour faire même certaines maquettes. Voilà, donc en tout cas, vous testiez, toute l'équipe testait les objets, les produits en maquette, et jusqu'à la commande, les commandes ont été très multiples, parce qu'on peut dire que Marc a dessiné toutes sortes d'objets, il a tout dessiné. En fait, c'est vraiment un design totalement complet, puisqu'il a été non seulement concepteur de maisons, mais il a été aussi concepteur de services AT, ici un service qu'il aime beaucoup. Il a été fait pour la société Coquet, je crois, et c'est une œuvre dont tu es particulièrement heureux. Oui. Ouais, c'est ça. On parle de toutes les échelles du design, les montres LIP aussi, ou les montres... Tu as fait d'une série de montres aussi. Là, J'interromps juste un instant. Ces montres avaient été commandées par les ouvriers de LIP qui occupaient l'usine. L'usine était en faillite. Les ouvriers avaient décidé de gérer eux-mêmes en autogestion LIP et avaient demandé à 5 designers, Roger Talon, moi et je ne sais plus qui, de travailler pour eux, ce qu'on a fait avec enthousiasme. Donc le modèle que vous voyez là a été repris 10 ans plus tard avec une nouvelle technologie, mais au départ, c'était des montres pour LIP. Et le jour où il a ouvert avec sa femme Vera, je dis bien... oui, Marianne, ah oui, d'accord, je me suis trompée. Excusez-moi, il y en a eu 2. Je ne se souvient plus très bien, mais là, c'était Marianne. Voilà, une boutique rue de Seine à Paris. Et c'est là que tu as présenté d'ailleurs le siège Culbuto. Et c'est là où vous avez eu un succès énorme, puisque les gens se pressaient devant le siège au moment où vous l'avez présenté. C'est ce que tu racontes. Pour en dire un mot, un de mes amis, peintre, Robert Wojanski, le frère de l'architecte, qui avait vu mon premier travail, m'a dit « Personne ne te montrera jamais rien. Il faut que tu aies ton showroom à toi, sinon qui va te montrer ?» Et on a à l'époque vendu notre appart, retourné aux HLM, loué cette boutique qui est devenue mon showroom. Mais pas seulement, j'y avais mis tout ce que je trouvais beau, intéressant dans le monde du design de l'époque. Et une fois de temps en temps, j'avais l'occasion de montrer mon propre travail, ce que personne n'aurait jamais fait pour moi, sans doute. Oui. Et le nom est très important, l'échoppe. Pour toi, c'est un choix choix très précoce, très précoce et volontaire d'évoquer le travail fait sur place, plutôt que la production, disons, industrielle de grandes séries. C'était très volontaire de ma part. Oui, cet attachement à la petite série dont on va reparler par la suite. Un escalier, et là je remontre cette étagère que tu aimes beaucoup aussi, puisque tout est un travail. Là on voit les détails de poulies et de tensions dans les câbles, qui d'ailleurs étaient aussi exposés dans les shops où tu exposais tes séries d'objets et de produits. Alors là, c'est peut-être ce que vous connaissez avec le siège Culbuto le plus. Ça a été toute une série de mobilier pour prise unique. Voilà, qui a été aussi une petite série finalement. C'était un design qui se voulait très populaire, puisque les jeunes amateurs de design, peut-être y en a-t-il parmi vous, de l'époque, 1970. Oui, juste un mot sur l'époque et sur le changement de mœurs de cette époque. Le lit en question était vendu par Prisu sur catalogue, mais dans mon petit showroom personnel de la rue de Seine, j'avais décidé de le mettre littéralement en vitrine avec un drap amidonné plié comme le lendemain d'une nuit de bacchanal. Eh bien, imaginez ça, 2
policiers en civil des mœurs sont venus dans la boutique et ont demandé qu'on refasse le lit au carré, ça paraissait immoral. Hein. Vous imaginez à quel point la France a changé depuis. Oui. Oui, c'est une belle anecdote. Et tu as travaillé aussi pour les enfants, ça je crois que c'est une couverture de magazine. Non, c'était la maison de Marie-Claire qui Ah, la avait maison de demandé à des Marie-Claire, architectes, voilà. des designers Ouais. de dessiner une chambre d'enfants et je m'étais amusé à faire une chambre démontable avec des poulies, tout descend, redescend, j'aime les poulies et les câbles. Voilà. Et je disais que tu avais presque tout dessiné, même des vêtements, puisque là on a une série de vêtements pour le ski. Ouais, ouais. Je crois que peut-être que tu renies plus là, je le sens. Pardon. Tu renies plus, non. Non, je trouvais que les vêtements de ski pour les enfants n'étaient pas beaux et il se trouvait qu'une de mes associées à l'agence avait pour oncle un type qui s'appelait Ozer et qui avait une boîte de fabrication de vêtements de ski et par cette opportunité-là, j'ai donc j'ai dessiné ces vêtements de ski. Mais j'ai fait ça une fois. Hein. Mais c'est intéressant quand même parce qu'on voit la diversité de tes productions. Et il y a un moment où il a été tellement connu qu'il a été appelé à l'Élysée par Jack Lang, je ne me trompe pas là. Il me semble que c'est Jack Lang qui t'a invité pour faire dessiner le Jacques salon. Lang, j'interromps, mais Jacques Lang voulait, un peu à l'instar de ce qui avait été fait par Pompidou avec Paulin, montrer que le design français, voilà, c'était faire la promotion du design français. Et donc il avait demandé, lancer une sorte d'appel d'offres, et on a été 5 à intervenir sur l'appartement présidentiel, là où les présidents reçoivent leurs amis personnels, etc. Et chacun avait eu sa pièce. Moi, j'avais eu le grand salon, et ce qui était tout à fait exceptionnel pour nous, c'est qu'on avait la possibilité de faire appel vraiment à l'aristocratie de l'artisanat, des compagnons de Tour de France, et que j'ai pu faire des objets. Ça, c'était littéralement des luthiers. J'étais intéressé par faire des courbes avec des contreplaqués, et sont des luthiers un peu dans la même technologie qu'on utilise pour les instruments à cordes. Et ça a été heureusement possible. Moi, j'avais mis le maximum du budget qui m'était alloué, non pas sur la déco et sur le changement du lieu. Je l'ai peint en blanc, j'ai fait tout simple, des tableaux sur les murs, ceux que François Mitterrand aimait, et on a mis le paquet sur des meubles dont certaines des pièces sont maintenant un peu rééditées. Il y a une lampe qui a été rééditée l'an dernier par Monoprix, par exemple. Et là, tu as aussi fait. Oui, travailler sur des contreplaqués multiplis en travaillant dans la masse, si vous voulez. Ce qui donne un résultat visuel intéressant en dehors du confort, c'est que les strates du contreplaqué multiplient, lorsqu'on les creuse, les strates apparaissent à leurs différentes épaisseurs et ça fait une sorte de décor aléatoire naturel. Voilà l'intérêt pour le bois. Alors, il s'est produit la chose suivante, c'est qu'à un moment, tu es tellement sollicité que là, j'ai présenté quelques prototypes, très peu, pour Renault. À un moment, c'est Renault qui te sollicite pour dessiner des voitures. Oui. Et on a à l'agence Elisabeth Villantomate qui est là, à travailler avec moi là-dessus. Elle est là, au premier rang, mon amie suisse. On a travaillé sur un concept qui était un peu van, etc. Et on a travaillé sur ce véhicule un peu polyvalent, avec des sièges tournants, on pouvait dormir dedans, etc. Et Renault, par l'intermédiaire de la filiale Chausson, on a sorti 1000 qui ont été des sortes de prototypes avec le marketing et qui ont donné naissance à l'espace. C'est vraiment la mère de la voiture espace. Et tu nous as raconté que tu avais même eu une commande de voiture pour les CRS. Alors, je le dirai tout à l'heure. Et là, tu as dit non. Je l'expliquerai. On le dira tout à l'heure. Voilà. Alors, ce qui a été fondamental dans ta vie, c'est le moment où tu as remplacé Marcel. L'amour, avant tout. L'amour, mais bien sûr, puisqu'il y avait plusieurs femmes, on les oublie. Mais surtout, il a remplacé Marcel Breuillère à la tête d'IBM France. Assez miraculeusement. Voilà. Marcel Breuillère venait de mourir et IBM recherchait un successeur. Il voulait pas vraiment collaborer avec avec l'agence de Breuillère. Et c'est un confrère finlandais auquel il avait demandé tu ferais quoi, parce qu'ils étaient contents, ils avaient fait leur siège à Moscou. En France, tu prendrais qui? Et on se connaissait un peu, que c'est mon travail, mais qui n'était pas très important, surtout en architecture. Je n'avais pas grand-chose à montrer, la maison d'Acier Cortel, etc.
voyez Markeld, et j'ai fait une longue interview. C'était assez paradoxal parce que chez IBM, tous les cadres, tout le monde était habillé en noir, et moi j'arrive comme je suis aujourd'hui, pantalon blanc, et j'avais un blouson de cuir, et j'ai dû me livrer à une sorte d'interview d'1h30 avec un monsieur tout en gris, avec des lunettes grises, les cheveux gris, tout gris, sévère. Il m'écoute et me dit on va faire un essai. Et on a fait un petit truc, on a réaménagé des locaux à Orléans qui devaient servir d'école d'informatique. Et j'ai réussi mon coup et IBM notait les fournisseurs, architectes compris. Ponctualité, le respect du programme, le délai, la satisfaction des utilisateurs. Après, ils me l'ont dit parce qu'on est devenu plus intime. Et si vous aviez une bonne note, à la fin, on vous donnait un boulot un peu plus gros. Et j'ai eu la chance de dessiner le centre social de la compagnie à Montpellier, dans leur site industriel, et ensuite un bâtiment de haute technologie qui était le bâtiment de test des grands ordinateurs qui s'appelle le B5, qui est un peu brutaliste, mais ça répondait à la fonction. Et là, on a fait un bâtiment, et d'une façon surprenante, j'avais donné deux options, ou un bâtiment high-tech dans le centre du site, où j'avais osé, on va faire un bâtiment en utilisant vernaculaire, les pierres, le paysage naturel, et curieusement, IBM États-Unis a choisi cette solution, et c'est ce que nous avons construit, et ça a été un très, très, très excitant projet. J'ai vécu sur place pendant l'année de la construction. Voilà, alors là, je vais un peu accélérer pour que tu puisses aussi dire le reste. Et il y a eu le moment de la rupture. Donc, 1990, on te demande d'augmenter ton agence de taille, de passer à beaucoup plus de personnel. Et je crois que là, à ce moment-là, tu te rends compte que... Ouais, je vais le dire très vite. Oui, il faut le dire rapidement. IBM construisait le siège social de la compagnie IBM France à la Défense, construit par un promoteur Pellerin, dont je vous parlerai tout à l'heure brièvement, et IBM était locataire pour 10 ou 20 ans, et IBM littéralement m'impose en disant vous rentrez dans l'équipe de Pellerin, le fameux promoteur, il a ses architectes, mais vous allez défendre les intérêts de la compagnie. J'ai dit, je défends les intérêts de la compagnie, je vais être payé par le promoteur, ça marche pas. Et c'était mon client majeur, et un client formidable avec le respect de l'architecte, etc. Et ils me disent, Marc, vous ne pouvez pas nous refuser ça. Et j'ai vécu 3 ans franchement épouvantables, où je me suis dégoûté du métier, littéralement. Et mon équipe, qui était de 5-6, on est passé à 38, et je suis devenu patron, je vous le dirai. Et au moment de ce virage, j'ai réalisé que j'étais parfait pour diriger une grande agence, que moi j'aime concevoir, dessiner, construire, et pas donner des ordres. Et voilà, je le dirai tout à l'heure, au moment de partir, j'ai confié les grosses affaires que nous avions à mon plus brillant collaborateur, il est là, mais il a quitté l'architecture depuis, et je suis parti vivre avec ma femme dans une île grecque en vivant autrement. Voilà, c'est ça. Et alors, quand tu arrives à Skopelos, on voit ici une petite maison, c'est-à-dire vous commencez par emménager dans une petite maison. Oui, j'ai restauré une petite ruine de maison paysanne dans laquelle nous avons vécu le paradis, littéralement, en se demandant ce qu'on allait faire de notre vie, quoi. Ça ne sera plus de l'architecture, je ne veux plus travailler pour les promoteurs, je veux plus être dans le monde de la production, disons du profit. Et en nous indignant, en voyant quelques maisons moches, après un an, on s'est dit, allez, on fait quelque chose. Et on a travaillé 3 ans sur l'architecture vernaculaire des îles des Sporades. Et le livre a eu la chance d'être financé et distribué, et m'a donné une notoriété à laquelle je ne m'attendais pas en Grèce. Et de fil en aiguille, j'ai commencé une nouvelle carrière en dessinant tout seul. J'avais plus de collaborateurs pour faire le boulot pour moi. Donc, au rapido, etc., je me suis mis à dessiner une maison après l'autre. J'en ai fait 13 ou 14, en étant un peu ce que Gilles Pérodin nomme architecte de campagne, comme les médecins de campagne. Voilà, donc voilà une belle vision d'un livre qui est magnifique, d'ailleurs, sur Skopelos. Oui, aux éditions Norma. Voilà, il y a un très beau livre sur ces 14 maisons. Non, c'est un peu plus rapide. Là, voilà. Et là, alors là, on va terminer par ce travail qui est en cours au Sénégal. C'est-à-dire, et c'est là où je trouve que Marc vraiment est en transformation continuelle, ce qui est le thème d'ailleurs de nos journées d'architecture, puisqu'il termine par une maison avec de jeunes architectes, puisque tu travailles, vous êtes toute une équipe. Lors d'un workshop avec Gilles Pérodin
et Fadlo Daguerre, architecte libanais, lors d'un workshop sur l'architecture de terre au Liban, un groupe de jeunes architectes, un peu de partout, espagnols, français, allemands, suisses. On a trouvé qu'on avait des affinités et on a décidé de former un groupe informel autour de ce projet d'école maternelle au Sénégal. Je ne vais pas m'étendre dessus. Et on vient de terminer avec succès la construction d'une première classe prototype. Il y en aura 3 autres. Et je repars au Sénégal pour 6 mois, comme je l'ai vécu l'année dernière, pour terminer cette école qui est construite en partie en briques de terre compressée et en partie en briques d'adobe. Avec le seul ciment utilisé, c'est les fondations. J'ai pas osé, pour une école, j'ai pas osé me lancer par manque d'expérience à utiliser du béton cyclopéen. J'avais pas d'expérience telle, donc il y a de béton que les fondations. D'accord. Alors là, et l'équipe absolument magnifique de ces 8 ou 9 architectes, nous sommes restés très très solidaires. Tout à l'heure arrivera un peu en retard, elles arrivent de Munich, Angèle Keserwani, qui vient de terminer 2 ans à Cratère, qui est un département spécialisé de la construction en terre à Grenoble, et Noémie Allenbach, qui est venue travailler avec moi pendant 1 mois en Grèce. L'équipe reste liée. Très bien, mais je crois qu'on va arrêter cette petite présentation-là sur ce dernier projet et sur le livre que vous pourrez trouver à la sortie, Rêvons d'une autre ville. Et cette fois, je vais te laisser la parole entièrement, Marc. Bon, en introduction, j'ai tenu, j'aurais pu improviser, je peux improviser, mais j'ai tenu à faire de cette opportunité une occasion de théoriser un peu ce que je pense de la pratique de l'architecture aujourd'hui. Alors c'est évidemment, ce sont des opinions hétérodoxes qui sont forgées dans la solitude, puisque au moins pendant 25 ans, j'avais perdu tout contact avec Paris, avec les médias, etc. C'est vraiment une réflexion solitaire. Mais ma rencontre avec Gilles Perraudin, d'une part, mon retour en France et au Sénégal, m'ont convaincu d'en faire, allez, son grand mot, un manifeste. Prenez-le tel qu'il est, avec indulgence. J'y vais ? J'y vais. Bon, nous sommes, alors, anecdote, nous sommes en 85. J'assiste en observateur à une réunion de chantier consacrée à la construction de la Tour des Cartes, le futur siège social de la compagnie IBM, dont je suis en observateur. Il y a au moins 60 personnes, ingénieurs, artisans, chefs d'entreprise, techniciens, et aussi le maître des cérémonies, bras droit du promoteur en vogue, Christian Pellerin, une sorte de roi de la défense. Mes 2 collègues employés par Pellerin lèvent le doigt timidement pour poser une question technique, et la réponse fuse dans un silence respectueux. Écoutez, faites-nous de beaux dessins, on s'occupe du reste. 38 ans se sont écoulés depuis cet événement, qui ne fut pas étranger d'ailleurs à ma prise de conscience de l'époque. Je n'étais pas fait pour diriger une grande agence de 40 personnes, comme je le faisais depuis 3 ans, et surtout, pas prêt à travailler pour des promoteurs, pas plus que de dessiner des produits contraires à mes convictions. D'ailleurs, à cette époque, vous l'avez évoqué, j'ai refusé une offre d'une boîte qui s'appelait Tonner, très chic pour les vêtements de ski, de golf, etc., de dessiner des vêtements de chasse ou d'aménager la fameuse camionnette pour les CRS. Donc, j'ai décidé de changer de vie. Voilà. Eh bien, le temps a passé, mais pendant tout ce temps, les cimentiers continuent de triompher et la planète de mourir à grand feu. Je rappelle que le ciment est, après les USA et la Chine, le 3e plus grand pollueur mondial. Autre sujet. Vous avez déjà rencontré un architecte roulant en carrosse? Oiseau rare. Je dirais même que, personnellement, je crois qu'il faut s'en méfier. Le salaire moyen des architectes, on le connaît. Il n'a rien à voir avec celui d'un cadre ayant effectué des études de même niveau. L'avocat qui défend mes droits d'auteur facture à bon prix le moindre mail qu'il écrit ou téléphone qui passe. Trouvez-moi un architecte qui ose en faire autant.
On imagine un médecin soignant ses patients sans être honoré. Pire encore, les médecins acceptent-ils, eux aussi, sans rechigner, que d'innombrables normes contraignent le moindre de leurs actions et prescriptions, les noyant sous la paperasse et les contrôles, leur déniant, en fin de compte, toute compétence et esprit de responsabilité? Comment expliquer que l'on attende des architectes qu'ils participent gratuitement le plus souvent à des concours dont l'issue est incertaine, au point qu'on a pu comparer cette pratique à la loterie nationale? On me dit que l'ordre des architectes lancerait une campagne pour élargir les possibilités d'emploi des gens de notre profession. Vers l'immobilier, pourquoi pas, les fabricants de matériaux, et puis quoi encore? Ce serait une action louable et qui tiendrait de l'agence de placement, certes, mais en même temps, est-ce que ça n'est pas une façon d'acter la dévalorisation de cette profession? Où est donc passé l'architectonas, le constructeur en chef, comme le nommaient les Grecs, le patron qui conçoit dans les moindres détails, organise, dirige, coordonne et est le seul maître de la répartition des fonds qui lui sont confiés, dans le strict respect du programme, mais aussi des principes fondamentaux de la bonne architecture, dont je vous énoncerai tout à l'heure ma conception. Pourquoi l'architecte n'est-il pas aussi indispensable que le médecin et l'avocat? Comment expliquer que pour la plupart des gens, son intervention passe pour un luxe inutile? On peut imaginer une grève des architectes, mais tout le monde s'en foutrait. Quelles sont les raisons de cette décadence? Alors, avant d'abandonner mon rôle de Cassandre pour vous proposer une stratégie optimiste de reconquête de notre rôle de constructeur en chef, attardons-nous un peu pour tenter de faire apparaître les raisons de cette décadence et de cette usurpation du rôle. L'architecte aujourd'hui, je le vois par mes enquêtes auprès de mes collègues, maintenant que je reviens en France, serait donc devenu plus souvent l'un des nombreux rouages d'une machine à construire de plus en plus complexe et de moins en moins contrôlée par lui. Le « faites-nous de beaux dessins », comme disait l'autre, on s'occupe du reste. Nous, faites-nous de beaux dessins, nous, c'est qui nous? Que cache ce pronom personnel? Bon, on le sait tous. Ce sont les investisseurs, les financiers et les nombreux bureaux d'études à leurs bottes. Je vais me faire des ennemis, je m'en fous. De cette gente-là, n'attendez pas d'état d'âme. Il s'agit de produire le maximum de mètres carrés rentables, vendus au meilleur prix grâce à la rareté du produit, à la ruse du marketing, de ces psychologues et publicitaires complices, experts en manipulation des esprits et des goûts. Seules certaines franges de l'habitat public se battent héroïquement pour la bonne cause. Et le pire reste à venir. Demain, je dis bien demain, très bientôt, là, tout de suite, l'intelligence artificielle va être le nous sur lequel je m'interrogeais tout à l'heure. Et ce nous, tenez-vous bien, il fera aussi les beaux dessins que l'on demande encore aujourd'hui avec condescendance aux architectes. Pourquoi l'architecte, naturellement soucieux de la qualité et de l'harmonie, ne peut être qu'un gêneur pour les spéculateurs, et tous les moyens sont bons pour le faire taire. Une autre raison de la décadence de notre profession, la formation. Je vais me faire là encore quelques ennemis, mais tant pis. On pourrait croire qu'un projet concerté en ait dévoyé la finalité qui est pourtant d'en faire avant tout des constructeurs de haute qualification dotés d'une forte éthique et parfois, doués du génie artistique. Est-ce qu'il est formé à gérer avec la plus grande rigueur les dépenses d'une construction, à préparer un planning, à le faire respecter tout en l'adaptant au réel? Enseigne-t-on les bases de la psychologie du travail en commun avec les entreprises, les artisans, les spécialistes, les clients? Enseigne-t-on à présenter et à défendre selon sa propre nature ses projets? Et pourtant, tout frais sorti de l'école où il, elle, a vécu des années protégées de la réalité du métier, le ou la jeune diplômée arrive sur le marché comme un innocent, une innocente, plein de ses rêves et de son désir de s'exprimer en produisant de la beauté, notion relative dont je m'entretiendrai tout à l'heure. Dans le monde de la spéculation et dans la société du profit,
pas de place pour ces jeûneurs qui rêvassent et on aura vite fait d'avoir leur peau. La réalité économique rattrapera beaucoup d'entre eux. Il faut manger et mettre progressivement ses rêves au placard. Il faudra le plus souvent accepter de ne traiter qu'une toute petite partie d'un tout que l'on appréhende à peine. Cette pratique généralisée a un nom, parcellisation des tâches. Elle a gangréné notre société tout entière. Et pire encore, plus frustrant, se soumettre par nécessité économique en participant à des projets dont on réprouve la finalité. Artistes. On formerait des artistes à l'école d'architecture, mais on ne forme pas des artistes, on est artiste. En revanche, on doit former des artisans de haut niveau, dont certains, grâce à leurs dons particuliers et surtout à leur nature passionnée, inventeront peut-être des formes à la fois nouvelles et utiles. Le compositeur Igor Stravinsky, qui a composé le Sacre du Printemps, pour ceux qui ne le savent pas, a écrit sur ce sujet un texte qui s'applique parfaitement à notre pratique et dont je vous lis un extrait. La plupart des mélomanes croient que ce qui donne le branle à l'imagination créatrice du compositeur est un certain trouble émotif, généralement désigné du nom d'inspiration. Inspiration, art, Stravinsky toujours, artiste, autant de mots pour le moins fumeux qui nous empêchent de voir clair dans un domaine où tout est équilibre, calcul, où passe le souffle de l'esprit spéculatif. C'est ensuite seulement que naîtra ce trouble émotif qui est à la base de l'inspiration et dont on parle impudiquement en lui donnant un nom, un sens qui nous gêne et qui compromet la chose elle-même. N'est-il pas clair que cette émotion n'est qu'une réaction du créateur aux prises avec cet inconnu qui n'est encore que l'objet de sa création et qui doit devenir une œuvre? Il termine. Chaînon par chaînon. S'il y a des architectes ici, ils retrouveront la démarche. Chaînon par chaînon, maille par maille, il lui sera donné de le découvrir. C'est cette chaîne de découverte. Et chaque découverte par elle-même qui donne naissance à l'émotion, réflexe quasi physiologique, comme l'appétit fait surgir la salive, cette émotion qui suit toujours et de près les étapes du processus créateur. On est loin de l'artiste estéré, serré, qui vient là, qui a des inspirations. On travaille. Et c'est en s'affrontant aux contraintes que naît le projet. C'est clair. Tout le reste, c'est du vent. Nous allons parler maintenant de la belle ouvrage. René Walter, architecte et peintre suisse, avec lequel j'ai travaillé assez longtemps, disait d'un bâtiment bien construit, c'est propre. Il entendait par là quoi? On voit clairement, comme tout ça là, tient, quand bien même on aurait fait appel à la plus folle fantaisie. Le travail a été exécuté avec le plus grand soin et on n'a pas cherché à nous tromper sur la marchandise. Cela se nomme la belle ouvrage, qualité essentielle. Homère, dans l'Odyssée, écrivait, et je trouve ça très émouvant, à tant de siècles de distance, Nestor, le vieux meneur de chevaux fournit l'or, l'ouvrier emplaqua les cornes de la vache à petits coups soigneux pour que ce bel ouvrage trouvât grâce aux yeux de la déesse. Je développerai plus loin ce concept de la belle ouvrage. Agir localement, penser globalement. Je viens de m'étendre assez longuement sur la question de la formation de notre métier. J'ai aussi évoqué des recettes qui permettraient aux débutants de s'en sortir un peu moins mal dans le monde impitoyable d'aujourd'hui. S'en sortir, comme je l'ai dit, c'est essentiel. C'est important, mais est-ce que c'est suffisant? Le professeur René Dubos écrivait dans son célèbre ouvrage « Courtisons la terre », penser globalement, agir localement. Il reprenait la formule inventée par Jacques Ellul en 1930. Cette injonction vaut d'ailleurs dans bien des domaines. Peut-on accepter aujourd'hui le monde tel qu'il est dans ces terribles inégalités, dans cette sorte de furie à détruire notre environnement, à produire la haine et le rejet de celui qui ne vous ressemble pas? Peut-on se désengager en ne se souciant que de sa bulle personnelle? Ce serait à désespérer du genre humain, et je ne veux pas croire que les jeunes
surtout, renonce à penser globalement, en un mot, aux moyens de changer le monde. Agir localement, en vivant plus sobrement, en luttant avec acharnement pour produire ce que nous considérons comme de la bonne architecture, en diffusant la bonne parole, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Le monde productiviste, représenté par le monde capitaliste, mais par le monde prétendument communiste des Chinois, et tous ses affidés, nous regardent le faire avec un sourire narquois et continuent en toute tranquillité leurs activités prédatrices. Je vous rappelle, ce sont des chiffres que vous pouvez contrôler, le patrimoine financier des 63 milliardaires français émet autant de gaz à effet de serre que celui de la moitié de la population française. Le béton est le 3e pollueur de la planète, mais ces producteurs nous rassurent en nous disant qu'ils feront des efforts à l'horizon 2030. À cette période, le mal fait à la planète sera irréparable. Alors, cherchez les coupables et cessez de culpabiliser les petites gens en leur demandant de mettre des pulls quand il fait froid dans l'appartement, de baisser le chauffage et d'aller au boulot à pied. Vous connaissez l'aphorisme ? Les gros poissons s'arrangent toujours pour que les petits poissons se mangent entre eux. J'entends dire souvent que grâce à l'architecture, on contribue à changer le monde. Pour l'architecture exemplaire, celle qui utilise les matériaux biosourcés est réutilisable. Oui, par l'exemple qu'elle donne. Mais tout cela reste marginal, malheureusement. Je crois, en revanche, que changer le monde changera l'architecture. Parlons un peu à ce sujet des sociétés et de leur image. Et pour s'en convaincre que le monde changera l'architecture si le monde change, observons les images de quelques sociétés à une période historique donnée, avant de nous interroger sur l'image que notre temps laissera de nous au travers de ces constructions. En effet, l'architecture, comme toute œuvre humaine, porte témoignage sur la société qui l'a produite et en particulier sur ses structures économiques. Et par ailleurs, l'observation attentive d'un bâtiment nous éclaire aussi sur les hommes qui l'ont généré, sur leur spiritualité, leurs prétentions, leur caractère. Quelques exemples parmi beaucoup. Je reprends un texte que j'ai écrit il y a très longtemps. Les sombres et farouches seigneurs du Moyen-Âge ressemblaient à leur château fort, austères et fermés. Les hommes, les femmes, des cours de leur naissance, ouvraient en grand les fenêtres de leur castel blanc sur une nature qu'ils voulaient aimable. Ils y vénéraient la fête, divinisaient la beauté des corps, et leurs œuvres bâties expriment la même gaieté, le même amour de la vie et de ses plaisirs. Le monde rit au monde, s'exclamait Clément Marot. Les palais à la Versailles, merveille de l'artisanat de l'époque, mais ostentatoires et surchargés de fausses colonnes qui ne portent rien, mais voulaient se référer à des temps héroïques, sont les pendants de pierre des courtisans et potentats poudrés et enrubannés de la cour la plus frivole, puis la plus belliqueuse d'Europe. Sous leurs habits d'apparat surchargés, ils cachaient leur corps sale et en dissimulaient les odeurs fortes grâce à des profusions de parfums tenaces et puissants. Leurs palais s'adornaient de structures bidons, alors qu'eux-mêmes ne se gênaient pas pour faire pipi et caca derrière les tentures. Sous des dehors qui se voulaient aimables, ils exprimaient la puissance d'un monarque, sans doute ami des belles lettres, mais finalement agressif, dominateur et ultra-centralisateur. Observons maintenant les maisons rurales. Les maisons rurales, quant à elles, vieillissent et nous sentons bien que le cycle qui les a fait sortir des terrains d'alentour les y ramène imperceptiblement. Elles ont la beauté de ces visages sans après, de vieilles campagnardes, portant fièrement leurs rides, marques du temps, des émotions et des intempéries. Est-ce que ça n'est pas une belle leçon d'humilité ? Marguerite Yourcenar disait « Construire, c'est collaborer avec la terre ». L'adaptation des constructions aux conditions géoclimatiques
est un autre caractère commun que nous percevons inconsciemment. Et ces constructions rurales ont en commun donc de s'être adaptées à des climats divers, dans la plus grande économie de moyens et pour le plus grand confort de leurs habitants, eu égard évidemment à l'époque considérée. Ces maisons ont donc été modelées, entre autres, par leur environnement naturel. Et au-delà de leur apparente infinie diversité, issue de tant de conditions géoclimatiques différentes, elles ont pourtant des airs indéniables de parenté. Elles nous touchent, nous émeuvent, nous, les citadins, sans qu'en général on sache très bien pourquoi. Eh bien, c'est qu'elles sont humbles, qu'elles sont vraies, sensuelles, qu'elles sont mariées avec le paysage environnant, comme si elles en faisaient partie. Est-ce que ça n'est pas là la base des principes fondamentaux qui devraient régir l'architecture d'aujourd'hui, une architecture vernaculaire, contemporaine, une architecture douce? L'utilisation des ressources locales, l'adaptation aux conditions environnantes et l'imitation n'expliquent pas tout. Car, à l'opposé de nos sociétés atomisées, éclatées, les sociétés traditionnelles partageaient des modes d'existence communs. Et cette situation explique à elle seule à la fois la forte unité des styles de construction d'une région et aussi son immuabilité. Les anciens, citation, les anciens n'aimaient pas les brusques évolutions, ils acceptaient pieusement la tradition, et s'ils la dépassaient, c'était en s'y conformant, me disait Hassan Fati, lors d'une semaine inoubliable, passée à ses côtés en Balagne, grâce à Tony Casalonga. Notre maître à tous, j'espère à tous, avait compris, il y a bien longtemps, le dévoiement de la notion de progrès et de nouveauté mise au service de la société productiviste. Et pourtant, ces bâtiments, malgré leur immuabilité, comme les chants de joie et les complaintes des gens du peuple du monde entier, nous sont si proches, si précieux, et pourtant si dissemblables. Écoutez les blues des Noirs d'Amérique à la fin de l'époque rurale, les flamencos andalous, les chœurs des paysannes de Russie, ou des Andes, ou de l'Atlas, les rebetiki des ponti grecs. Ils nous touchent infiniment, malgré leur traditionnelle apparence. François Partant, dans Que la crise s'aggrave, analyse ce phénomène d'une façon lumineuse. Citation, il vient de mourir. Partant. Désormais, tout se paye. Il a par exemple suffi que le peuple s'arrête de chanter pour que la chansonnette devienne une activité productive, source de profit. De nos jours, cracher quelques sons dans un micro fait bondir la courbe de la production nationale d'une manière plus décisive que le travail du paysan ou de l'ouvrier, étant bien entendu qu'il en est ainsi grâce aux paysans et à l'ouvrier qui financent la chansonnette pour se distraire. En tous les cas, pour moi, rien ne remplacera l'émotion éprouvée au petit café du port, dans mon île grecque, il y a plus de 30 ans, lorsqu'un pêcheur du village, à la voix éraillée mais bouleversante, chantait une complainte ancienne en sourdine pour 3 ou 4 copains qui étaient là autour d'un verre. L'architecture, la musique, le costume, la danse, au même titre qu'une langue, sont des moyens d'expression tout autant que des techniques ou des objets fonctionnels. Ils permettent à ceux qui les pratiquent de dire des choses d'eux-mêmes que la parole ne sait pas, ou plutôt n'a pas le droit d'exprimer. L'amour, la passion, la jalousie, la tristesse, la peur de la mort, la joie, et tout ceci d'une façon détournée, en un mot poétique, ce sont des arts. Une langue commune, et je répète que l'architecture populaire en est une, manifeste et crée des solidarités. Chacun se reconnaît en elle et reconnaît son compatriote grâce à 100 détails intimes. L'image de soi peut ainsi se constituer comme l'élément d'un ensemble plus vaste. Je sais bien que ceci est loin de l'individualisme très différencié auquel aspirent les intellectuels et artistes d'aujourd'hui, d'ailleurs souvent fort bien installés dans leur ghetto des capitales. Revenons à l'image de notre temps. Que diront de notre temps
les constructions d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles diront de nous dans un siècle ou deux? Que diront de nous le faux luxe et ses débauches de béton, ciment et de verre habillés de fausses pierres, de marbre en feuilles ou d'aluminium, ces interminables banlieues et leurs pauvres pavillons mal foutus, les logements sociaux rationnés, le plus souvent conçus comme des boîtes à habiter par des humains considérés comme des machines? Que diront de nous les contorsions ridicules des constructions à la mode qui font se pâmer les pompiers de l'avant-garde? Le mot est du poète suisse Blaise Sandra, les pompiers de l'avant-garde. À ce sujet, j'ajouterai qu'en architecture, privilégier des formes contournées, ou leur contraire, les formes soi-disant puristes, j'entends le mot minimaliste, est le moyen le plus sûr d'en cacher l'indigence, comme dans la musique, lorsqu'on se contente de la mélodie ou de bruits assourdissants plutôt que d'une composition élaborée. Plus pervers encore, ces pratiques permettent de faire foin des fonctions d'un bâtiment. Ainsi, un certain projet prévu pour recevoir des livres rares et dont les façades toutes de vitres durent être occultées au plus grand prix. Ainsi, ce musée extravagant de transparence dont on se demande comment il peut montrer ses œuvres. Et pour revenir à la nouvelle mode pour les lieux minimalistes, sorte de clinique de bord de mer pour gens nerveusement épuisés et qui n'expriment qu'un vide immense en l'absence de tout contenu spirituel. Pensons, regardons les temples de Katsura à Kyoto, qui sont d'un dépouillement absolu, mais remplis des mystères spirituels insondables. Ce n'est pas tout. Toute honte bue. On construit maintenant à l'aide de débauches de ciment des boîtes insignes à usage divers, dont des musées, habillés de cache-misère des plus baroques en béton-ciment ou en tôle. On aura tout vu. Nos vieux maîtres du fonctionnalisme doivent se retourner dans leur tombe. Ce n'est plus form follows function, c'est form insults function. Si les successeurs lointains de notre temps n'ont pas perdu la vue ni la raison, ils comprendront que nous vivons une période de mensonges, de ségrégation et de gâchis incommensurables en énergie humaine et en ressources, et une fracture, une rupture définitive avec le rapport des humains et la nature. Vernaculaire. La survalorisation de la nouveauté, moteur de la consommation et idéologie fondamentale de la société de libre-échange, nie l'essence même des cultures rurales vernaculaires. Celles-ci sont basées sur la perpétuation des traditions, donc de leur forme, ce qui est discutable, j'en conviens, mais surtout sur ce principe fondamental et lui incontestable, économie et partage en tout. Vernaculaire, un terme qui vient de faire son apparition dans la mode et que mon éditeur qualifia d'incompréhensible il y a 30 ans, en l'acceptant néanmoins pour le titre d'un ouvrage que j'avais écrit qui était Scopelos pour un traité d'architecture vernaculaire. Vernaculaire, du latin vernaculus, indigène, désigne originellement tout ce qui est élevé, tissé, cultivé, confectionné à la maison ou localement par opposition à ce que l'on se procure par l'échange. Que nous apprennent donc ces architectures vernaculaires nées dans le pays et quelles leçons devons-nous tirer de ces siècles et siècles de construction à l'aide des ressources locales? Avant tout, le retour à l'indépendance. Ne plus dépendre de toutes ces machines incompréhensibles, ces matériaux de synthèse qui nous ont fait perdre toute autonomie, nous rendant esclaves des artefacts technologiques et de leurs zélateurs. La célébration du progrès et du changement ont pu faire illusion pendant un temps, mais la fin annoncée de notre civilisation par la destruction de la planète ne devrait plus nous laisser de choix. Le bois, la terre, la pierre sont des matériaux inépuisables, surtout parce qu'ils sont réutilisables, et c'est vers eux qu'il faut nous tourner radicalement. En s'inspirant des techniques traditionnelles perfectionnées au fil des millénaires, on peut se débarrasser de tous ces matériaux polluants à la vie courte
est malheureusement destructrice autant qu'indestructible, dont le béton-ciment est probablement le pire de tous. Gilles Perrodin et quelques autres pionniers, l'ont clairement prouvé par leurs œuvres en pierre massive, en pisé, sans ciment, sans compter les briques d'adobe et bien entendu le bois, et je pense entre autres à Philippe Madec. L'appel à la science, à la technologie enfin utilisée pour le bien de tous, mais en évitant toute dépendance, nous permettent même d'améliorer encore les performances de ces matériaux naturels biosourcés. Voyez Cratère, ce département formidable de l'école d'architecture de Grenoble et ses admirables recherches appliquées. J'ai parlé de douceur. Oui, j'ai dit un monde plus doux, oui, je le maintiens. Le temps de l'homme conquérant de la nature et du règne animal n'a que trop duré, et notre relation avec eux, tout comme avec nos sœurs et frères humains, doit renouer avec la pratique de l'amour réciproque. Il faut en finir avec l'horrible aphorisme « Je t'aime et je te tue », traduit de l'allemand « Ich liebe dich, ich töte dich ». Cette formule qui enjoint à ceux qui l'adoptent de transformer ce qu'ils prétendent aimer, les humains comme les lieux, c'est instillé dans nos sociétés où elles règnent en maître. Dans l'amour, s'approprier l'autre en tentant de le changer, dans la nature en faisant de même, comme je l'ai dénoncé d'ailleurs dans un texte des années 70 où je décrivais la dénaturation de Calvi et de sa baie sublime par ceux qui prétendent l'aimer. Le mal est fait. Et pourtant, les anthropologues nous apprennent aujourd'hui que parmi les hominidés, les groupes qui ont survécu ne sont pas les plus belliqueux et les plus xénophobes, mais ceux qui étaient ouverts aux autres, qui apprenaient des autres et se mélangeaient à eux par toutes sortes de métissages. À l'opposé même de l'idéologie de la compétition, du struggle for life et de ses exclusions. Je vais revenir sur cette notion de la beauté et du rôle de l'architecte dans ce domaine. J'ai évoqué il y a quelques instants un monde plus doux, et je reviendrai à la fin de notre rencontre sur ce sujet d'un changement de paradigme en résumant les thèses développées dans mon dernier ouvrage, Rêvons d'une autre ville. Mais, en attendant, parlons un peu de la beauté, puisque celle-ci, dans le monde du bâti d'aujourd'hui, serait l'unique mission finalement dévolue, théoriquement, d'ailleurs, aux architectes, avec souvent quelques mépris. J'ai écrit autrefois ce texte sur ce sujet, un court extrait. Des Vénus magdaléniennes à la Diane chasseresse, des femmes d'Ingres et de Mayol au cover girl d'aujourd'hui, que de fluctuations dans l'appréciation de la beauté des corps, par exemple. Je ne parlerai pas des goûts particuliers de Platon ou d'Adrien, auxquels Marguerite Yourcenar faisait dire dans les romans qu'elle lui a consacrés que cette beauté puisse nous inspirer une telle passion de caresse, simplement parce qu'elle est animée par une individualité différente de la nôtre et parce qu'elle présente certains linéaments de beauté sur lesquels, d'ailleurs, les meilleurs juges ne peuvent s'accorder. D'ailleurs, toutes les époques ont offert des exemples de reniement de style passé. Je pourrais, si on en avait le temps, vous en donner des très nombreuses illustrations. Et pourtant, des leaders d'opinion, des critiques, légifèrent à l'envi, affirment que telle chose est belle et l'autre laide. Moi, je dis, j'aime. Je dis pas, c'est beau. J'aime, ça me touche, ça m'émeut. Autre question à laquelle il est difficile de répondre et qui vient presque en contradiction, mais n'avons pas peur de la dialectique. Est-ce que la beauté transcende le temps et les cultures? Est-elle une notion relative? Peut-on dire que la beauté est tout ce qui nous procure une émotion positive? Comment expliquer, par exemple, que les œuvres d'un Salieri, grand maître de la musique de son temps, ne nous procurent pas les mêmes émotions que celles de son contemporain Mozart? Par ailleurs, il faut le noter, ce dernier, vers la fin de sa vie, dut faire jouer l'un de ses opéras à Prague, car à Vienne, on l'avait un peu oublié après l'avoir tant chéri. Botticelli fut considéré comme un peintre mineur après 2 siècles, pendant près de 2 siècles, après avoir été une icône de son temps et l'être redevenu aujourd'hui. Umberto Eco, philosophe, écrivain, quant à lui, donne de la beauté cette définition que je trouve tout à fait intéressante. 3 choses, dit-il, concourent à la beauté.
d'abord l'intégrité et la perfection. Et de ce fait, nous estimons laide les choses incomplètes. Ensuite, la proportion requise, autrement l'harmonie, enfin la clarté et la lumière. Revenons sur la belle ouvrage. Les modes, on l'a vu, les engouements alternent avec les rejets, et ce qui reste, qui est pérenne, c'est ce qui est bien fait, bien construit, en un mot, la belle ouvrage. Et c'est bien là la qualité minimale, indiscutable de l'architecture. Encore faut-il être capable de la produire, cette belle ouvrage. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un musicien, une musicienne, pratiquant le violon, soit capable de bien interpréter une œuvre élaborée avant de maîtriser son instrument, grâce à des années et des années d'exercice et de compagnonnage sur le terrain auprès de maîtres confirmés? Parmi les pratiquants de la musique, et même pour les meilleurs d'entre eux, combien seront capables de devenir compositeurs d'œuvres harmonieuses, réellement novatrices et d'une grande complexité? Une œuvre architecturale, ça n'est pas un beau dessin seulement. C'est la combinaison très élaborée du programme, du plan, des volumes extérieurs et des espaces intérieurs, du graphisme, de la texture, de la peau d'architecture, et de son rapport avec l'environnement, de la clarté de ses éléments structuraux, de la relation du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre. Et n'oublions pas le chantier où l'architecture, surtout celle qui est produite à la main, réclame improvisation créative et fréquente. Sans travail intense pour combiner dans l'harmonie les différentes composantes d'un bâtiment, on ne produit, pardon pour le mot, que de la piste d'âne ou de l'architecture déco, célébrée un jour, détrônée dès le lendemain, puis regardée dans l'avenir sans doute comme une coquetterie coûteuse pour privilégier qui s'ennuyait. Le star system. Oui, il faut accepter et pas faire croire aux débutants, très peu d'entre eux sortiront du lot pour devenir des stars, car, pour reprendre la comparaison avec la pratique de la musique savante, tout le monde ne peut pas être David Oistrakh, ou Yehudi Menuhin, ou le compositeur Béla Bartók. Mais on peut, au moins, à force de travail, être un bon interprète, maître de ses moyens, et cela est déjà fort respectable. L'œuvre architecturale ne peut pas se contenter d'être un beau dessin, pas plus qu'un bel objet construit. Cela, c'est bon pour le mode de la mode, on en change à chaque saison pour distraire le bourgeois, et cette pratique a malheureusement empoisonné notre profession. Rappelons-nous, Dieu est dans les détails. Et cela a été bien oublié, et l'on connaît moins encore ce que disait Léonard de Vinci en son temps. Les détails font la perfection, même si la perfection n'est pas le détail. Ainsi donc, pour que les architectes redeviennent des constructeurs en chef, des architectonas respectés, à défaut d'être des Yehudi Menuhin ou des Wagner de notre métier, il faut qu'ils soient dotés d'une bonne dose d'humilité afin d'être d'impeccables spécialistes de la construction et de la belle ouvrage, tout autant que des protecteurs farouches de la planète. Ces qualités nécessitent un sens de l'éthique sans compromis et un long et minutieux travail d'étude et d'apprentissage sur le terrain afin d'obtenir l'expérience qui permet de produire cette belle ouvrage. Oui, si des architectes veulent redevenir incontournables dans la construction, s'ils ne veulent pas renoncer définitivement à leur rôle d'archi-technonas en disparaissant, il faut qu'ils prouvent leur qualité. Il faut qu'ils soient meilleurs que les techniciens et spécialistes de toutes sortes qui leur ont taillé des croupières à l'aube de remise en question totale de nos modes de vie, du fait de la catastrophe climatique en cours. L'architecture vernaculaire contemporaine est l'occasion unique de retrouver notre rôle prépondérant, et ceci grâce à nos savoirs et à nos intégrités. Et j'ai parlé d'intégrité à dessein, car la mode est en train de tenter de s'emparer de l'architecture de terre, et oui, de pierre et de bois, et elle est prête à tout, s'en servir comme d'une pancarte, un slogan,
une décoration, une vitrine, alors que cette architecture est principalement structurelle. Je vois déjà des architectes complices et trop bavards nous produire des projets bidons en surfant sur l'engouement du moment, avec de la pierre ou de la terre décorative. Écoutons encore une fois le grand Hassan Fati. Le paysan bâtisseur ne parle pas d'art, il produit l'art. La vérité. Attention, la belle ouvrage, ce n'est pas seulement un travail réalisé avec adresse et maîtrise. Dans des sociétés de spectacle et de leurre, comme les nôtres, les constructeurs se doivent de dire comment elles tiennent ces maisons, ces constructions. L'architecture de voûte et de coupole qu'Hassan Fati tenta si bien de réhabiliter savait parler à notre raison, à notre cœur et à nos sens. Notre-Dame de Chartres s'exprime comme une claire et pure mathématique, où chaque effort parcourt sa ligne du sol à la voûte et de la voûte à la fondation par l'intermédiaire d'une clé centre de tous les efforts. Le philosophe Gilbert Keith Chesterton écrivait « Dans ce qui s'incline avec grâce, il faut qu'il y ait un effort de raideur. Les arcs sont beaux quand ils se courbent seulement parce qu'ils essaient de demeurer rigides. » Et plus humblement, mais selon des modes aussi limpides, l'architecture populaire explique comment elle tient et livre le code de ses équilibres fermes, entrées, colombages, tenons, mortaises, chevilles et le plus souvent avec fantaisie. La vannerie, quant à elle, donne les plus beaux exemples de dextérité dans l'art de construire des paniers. Remarquez les 1001 variations de ces objets utiles dans les différentes cultures et jusqu'aux plus isolés des micro-sociétés. Et c'est tout à fait vrai pour l'architecture populaire. La vérité. Les anciennes maisons de pierre, de terre et de bois offrent de très beaux exemples de symbiose entre l'expression des lois mécaniques et la fantaisie. On peut dire qu'une des qualités essentielles d'une construction, c'est de nous indiquer clairement comment le bâtiment tient. Cette franchise peut être embellie de décors surajoutés, mais ne se substituant pas aux structures, et cette approche nous met inconsciemment en confiance et en joie et joue son rôle dans la formation à une culture de la vérité. C'est là une autre fonction de notre métier et pas la moindre, car à l'inverse des arts tels que la musique ou la peinture dont on jouit ponctuellement en se rendant au concert, en mettant un CD, en avoir une expo, l'architecture est présente en permanence autour de nous. Ce qu'elle nous dit, les messages qu'elle nous transmet, plus ou moins subtilement, sont incontournables, continus et durables. Est-ce que l'époque contemporaine, le modèle productiviste, nous a-t-il apporté l'âge d'or qu'il promettait ? La dureté des temps et des hommes aujourd'hui nous donne la réponse, sans aucune équivoque. Guerre à nos portes, violence dans nos cités, famine à nos marches. Misère chez nous, chômage galopant, disparition des anciennes solidarités et la honte de notre temps, xénophobie et racisme. Comment ne pas rechercher dans ces sociétés traditionnelles et dans les formes qu'elles ont engendrées d'autres façons de vivre et d'habiter ensemble ? Car, au-delà du bon vieux temps idéalisé, beaucoup d'entre nous aspirent à la vie en petite communauté, en grande partie autosuffisante, habiter dans des maisons bien mariées à leur environnement et dans lesquelles nous ne sommes que de passage à notre tour, avant que d'autres nous y succèdent, nous relient à des cycles qui nous dépassent et dans lesquels il est bon de s'intégrer avec humilité. Marguerite Yourcenar encore, ces murs que j'étais sont encore chauds du contact de corps disparus. J'aurais, si on avait le temps, envie de vous parler de l'esprit du lieu. Je vous renvoie à Christian Norbert Schulz sur cette notion un peu subjective. On n'a pas le temps de la traiter aujourd'hui. Avant de nous inciter à réfléchir avec moi à ce que pourrait être la vie autrement, je vous propose un premier jet de ce qui pourrait être la charte des architectes du vernaculaire contemporain. En fait, une sorte de table de la loi, un ensemble de principes pour lequel il faudra se battre pied à pied dans notre pratique, en prêchant par l'exemple, mais aussi en diffusant courageusement
la bonne parole par tous les moyens d'aujourd'hui. Je le rappelle, se contenter d'agir dans sa bulle, c'est déserter, à la grande joie des prédateurs qui ont ainsi les mains encore plus libres. Voilà ma petite liste. Je la livre, vous pourrez y réfléchir si vous le souhaitez et la compléter. 1. Prendre en compte les conditions géoclimatiques, l'environnement naturel, le vent, la pluie, le soleil, etc., pour éviter l'appel aux artefacts technologiques. 2. Privilégier à tout prix les matériaux biosourcés pour construire et rejeter autant qu'il est possible le ciment. 3. Faire appel aux ressources locales en main-d'œuvre comme en matériaux et ne jamais oublier que nous construisons grâce à des humains et pour des humains. 4. Ne pas tricher avec le système constructif. 5. Respecter les lieux, l'esprit du lieu, je l'ai évoqué. 6. Être comme des samouraïs, ne jamais cesser de se perfectionner dans notre art mécanique. 7. Œuvrer pour le bien-être de ceux pour lesquels nous sommes amenés à construire, plutôt que pour l'architecture spectacle et la spéculation. Un autre monde est possible. Je suis persuadé que pour mobiliser l'énergie de notre camp enfin unifié, ce qui manque aujourd'hui, c'est une vision claire, concrète, illustrée d'un autre monde possible. Il nous manque un tableau réaliste, détaillé, de ce que pourrait être la vie autrement, ce que les partis politiques, quels qu'ils soient, ne nous donnent pas. Si chacun pouvait s'imaginer vivre autrement, comme s'il y était, nous serions innombrables. J'espère d'ailleurs que le moment venu, des cinéastes, des dessinateurs de BD nous rejoindront afin de donner forme à nos propositions. Se préparer à ce nouveau monde, malgré les propos doucereux des chats mitrés du vieux monde de l'industrie, des affaires et de la politique politicienne, la crise climatique est intense, effrayante, et ses effets sont d'ores et déjà dévastateurs. Se contenter de mesurettes, alors que la situation est si grave, a un nom, l'impéritie, pire encore, le crime. Et je pèse mes mots. Il faut nous préparer, nous, avec méthode, à un tournant radical de nos modes de vie et réunir dès maintenant nos intelligences, nos énergies pour proposer un modèle alternatif de société, véritable révolution pacifique. Alors les pessimistes douteront que par la raison, on puisse convaincre des populations tout entières d'adopter un nouveau paradigme de vie. Mais si ce n'est pas la raison, nécessité fera loi. Il faudra bien organiser la vie en commun différemment. Et c'est là que ceux d'entre nous qui aiment notre planète Terre et qui n'ont pas perdu l'espoir en notre civilisation peuvent jouer un rôle essentiel. Il faudra s'inspirer de ces nombreuses expériences de vie en commun différentes que mènent un peu partout sur la planète des résistants à l'ordre établi de la société productiviste. Et, étonnante situation inattendue, ce qui vient de se passer au Maroc est une sorte de répétition de ce qui va se passer dans les décades qui viennent. Voilà tout à coup une région tout entière détruite. Et nous savons tous que les cimentiers sont là, le pied sur le starting block, pour venir vendre leurs saloperies. Alors que ce serait une occasion magnifique de se servir des matériaux naturels, alors que les bâtiments qui ont été bien construits par une équipe de Marocains pisés, briques d'adobe, ont, eux, tenu le coup. C'est un moment radical. C'est pour nous une répétition générale de ce qui va se passer dans les décades qui viennent. Interrogeons-nous maintenant sur ce qui est commun à toutes ces expériences dont je viens de parler. Cela pourra constituer le socle d'un programme politique. Alors ne vous effrayez pas, politique, dans le sens étymologique. Repenser fondamentalement la vie en commun dans la cité, la police des Grecs. Quels sont ces principes? La solidarité et la fraternité remplacent la compétition. Le rapport des humains entre eux avec la nature est régi par la mesure, le respect, la douceur. La finalité du travail n'est plus le profit ou le pouvoir. Ce n'est plus le labeur. Je rappelle qu'en grec, doulia, pour parler de travail, a pour origine étymologique esclavage. Les Grecs font la différence, encore aujourd'hui, entre le travail considéré comme une corvée et erga,
création, s'épanouir dans ce qu'on fait en produisant une œuvre, quelle qu'elle soit. La notion, enfin, de propriété remplacée par le partage des biens essentiels, enfin distribués avec abondance. Alors, la notion du sol en tant que bien collectif. Je vais m'attarder un moment sur cette question du sol en tant que bien collectif ou privé, car il s'agit d'un verrou redoutable pour notre projet. Nous savons que pour répondre à l'insécurité matérielle et à la peur de se retrouver à la rue, instauré comme un système, les classes moyennes se sont retournées vers l'accès à la propriété, payant d'ailleurs très cher cette fausse sécurité. Quant aux pauvres, n'en parlons pas, ils n'ont même pas les moyens d'envisager d'avoir un toit décent sur la tête. Et quant aux riches, investir dans la pierre a toujours été un placement, disons, très sûr. C'est dire si une remise en question de cette pratique se heurtera à de fortes résistances, mais la catastrophe climatique dont nous vivons les prémices ne nous laissera pas le choix. La nécessité de repenser totalement l'habitat en quantité et en qualité est déjà une priorité absolue. Je ne vais pas rappeler que nous nous attardons que les villes à densité intense ont souffert de la canicule dans certains quartiers avec une augmentation de température de 10 degrés par rapport à la moyenne. C'est dire, en tous les cas, que la crise du logement déjà tellement aiguë va atteindre des sommets insupportables, car l'élévation du niveau des mers va, dans un avenir proche, et tout ça on n'en parle pas, on ne le dit pas, contraindre des millions de gens à migrer vers l'intérieur des terres. Il va falloir réaménager les grandes et les petites cités, réhabiliter les bâtiments ruraux délaissés, restructurer les banlieues et construire ces villes nouvelles que j'ai nommées les villes neuves. Évidemment que l'accaparement des sols constructifs par le marché et la spéculation ne permettront jamais sans combat que nous y parvenions. En tous les cas, l'habitat, considéré comme un bien essentiel, au même titre que la santé publique, et l'éducation et l'alimentation, sera enfin accessible à prix coûtant grâce à un système de financement sans profit et à forme coopérative. La quantité de logements construits devenant supérieure à la demande, le système spéculatif basé sur la raréfaction deviendra automatiquement obsolète. La société de libre-échange défendra ses privilèges par tous les moyens et nous dira avec beaucoup d'ironie, vous allez chercher l'argent où pour réaliser votre projet prométhéen. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis avec le New Deal? On a trouvé l'argent. Les grands travaux lancés par l'horrible Hitler, dès sa prise de pouvoir, on a trouvé l'argent. Le capitaliste s'est incliné pour son intérêt ou parce qu'on le lui a imposé. L'argent existe. Il faut qu'il soit ailleurs que dans la spéculation. Il faut réinvestir où c'est utile et pas produire des biens inutiles. Ça nous amène à penser à un système économique différent. Car cette nouvelle société dont j'ai évoqué les principes plus hauts ne sera viable que dans un système économique totalement différent de celui qui règne aujourd'hui, celui de la plus-value et de l'argent. Les ressources naturelles n'étant pas inépuisables, comme on le pensait jusqu'ici, il va falloir revenir à la sobriété heureuse, comme le disaient Pierre Rabhi et Philippe Madec. Mais ça ne signifie pas la restriction dont on nous accuse, mais une hiérarchisation de la production et de la consommation des biens. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du bien, et dans notre cas, la qualité remplacera la quantité. Pensez qu'une grande partie du fruit du travail humain de nos sociétés riches est consacrée aujourd'hui à produire des objets non seulement superflus, néfastes pour la planète. Le monde d'Otan, personnage de l'Ancien Testament, préférant répandre sa semence plutôt que de procréer, caractérise nos sociétés d'aujourd'hui. On gâche les biens de la planète, on produit des biens qui ne servent à rien, qui sont obsolètes, au lieu de se consacrer à produire ce qui est utile pour nous tous. En tous les cas, les énergies incommensurables et physiques, intellectuelles consacrées aujourd'hui à produire ces biens inutiles seront redirigées vers la production néo-artisanale, je vais l'expliquer, des biens essentiels dont l'habitat est l'un des paliers. Le droit d'accéder automatiquement à une éducation de qualité, à une protection de la santé,
à la meilleure des alimentations et au meilleur des toits sera garantie pour tous et fera disparaître la peur. Chacun pourra alors laisser émerger ses dons naturels pour son épanouissement personnel, tout autant que pour le profit de la collectivité, car, ne l'oublions pas, la liberté des autres étant la mienne à l'infini, écrivait le théoricien de l'anarchisme Bakounine. La fin d'une société de la compétition permanente et du gâchis, remplacée par la compétition avec soi-même, nous donnera un monde du partage équitable, un monde pacifié, où toutes les composantes de la famille humaine seront également traitées, quel que soit leur genre, leur couleur de peau, leur culture, leur religion. Mais il y a plus. Notre société de consommation cessera d'être un modèle pernicieux, comme le premier des écologistes, René Dumont, et moi-même l'avions formulé il y a une cinquantaine d'années. Le tiers-monde ne meurt pas seulement de faim, mais de mauvais exemples. Cette société fraternelle se réalisera dans un cadre matériel construit et planifié, dont je vais plus loin vous tracer très brièvement les contours, cadre dont nos professions seront les maîtres d'œuvre majeurs. Notre profession, je vais raccourcir parce que je vois que le temps passe, notre profession ne sera plus à la botte des spéculateurs ou bien réservée à une minorité de luxe. Et posons-nous la question de savoir comment opéreront ces nouveaux praticiens. Je n'ai pas de réponse toute faite, mais les options sont nombreuses et méritent une réflexion collective. Architectes fonctionnaires, comme le préconisait autrefois notre confrère Lionel Schein, enfin débarrassé du souci économique que constitue la gestion d'une agence. On peut imaginer un statut qui viendrait de celui des médecins hospitaliers, par exemple, ou des architectes des monuments historiques. Nous pourrions devenir, et pourquoi pas, si nous avons l'essentiel, des architectes aux pieds nus dans la population, pour la population. Les bras. Ce chantier titanesque, sorte de plan Marshall au décuple, indispensable pour que notre société survive au dérèglement climatique radical, va non seulement nécessiter du savoir-faire, mais des millions et des millions de bras afin d'adapter nos habitats aux conditions nouvelles que j'ai évoquées plus haut. Alors, où trouver ces millions de bras, vous me direz? Mais dans la population. Pardon, j'y suis presque. Les nouvelles formes de travail, débarrassées d'innombrables tâches inutiles, la com, l'administration, les transports, la pub, le labeur consacré à fabriquer des objets souvent inutiles, fourniront les énergies humaines indispensables pour transformer d'abord l'habitat existant en le rendant conforme aux nouveaux besoins des nouvelles contraintes. Alors certains disent non, il faut bien qu'il y ait des riches, il faut bien que certains capitalisent. Il y a le principe du ruissellement, l'argent part du haut vers le bas. Toutes les études, y compris celles des économistes de droite, admettent que l'argent gagné au sommet de la pyramide économique n'est pas réinvesti dans la production, mais dans la spéculation. En tous les cas, ces énergies seront disponibles pour construire le nouvel habitat, celui qui n'utilisera que des matériaux biosourcés et pratiquera l'autonomie en tout domaine. Les techniques, et je me tourne vers ma chère associée qui est là, Angèle Kazerwani, qui vient de terminer, je vous l'avais dit tout à l'heure, ses 2 ans de cratère. Ces énergies seront disponibles pour construire ce nouvel habitat, donc, disais-je, et pratiquera l'autonomie en tout domaine. Des techniques telles que la brique d'adobe, la brique de terre compressée, le pisé, sont des technologies simples, accessibles à tous, surtout lorsque nous, les professionnels, formerons et encadrerons cette main-d'œuvre innombrable. La pierre, le bois, la technique de la voûte nubienne réclament plus de savoir-faire, mais les artisans qui maîtrisent ces techniques formeront des apprentis sur le terrain ou les emploieront comme manœuvre, comme cela vient d'être fait à Beyrouth sous la direction de Fabio Daguerre après l'explosion, et avec quel enthousiasme et quel succès. Et je rappelle que Berlin et Dresde, après la destruction de 1945, ont été reconstruites en grande partie par la population elle-même. Imaginez aujourd'hui que 30 à 50% d'une famille de revenus sont consacrés à se loger, souvent mal, sans pour d'ailleurs
être en capacité de devenir propriétaire et donc vivant dans l'insécurité. Si chacun de nos futurs habitants consacrait la moitié de son temps à participer à la construction de sa maison comme manœuvre ou comme maçon, en un an, celle-ci serait construite, disponible et avec quelle qualité de vie. Alors j'ai bien dit la moitié de son temps, et cela m'amène à évoquer trop brièvement, mais nous n'avons pas le temps aujourd'hui, des modes de vie en société totalement différents de ceux que nous pratiquons aujourd'hui. J'ai parlé des principes généraux, mais plus concrètement, je citerai des notions pratiques. Les énergies humaines, libérées de toute cette tâche inutile que j'ai citée plus haut, seront disponibles pour ce qui est essentiel à l'être humain. En premier lieu, l'indépendance en tout domaine. Aujourd'hui, par rapport au commerce de masse, le néo-artisanat mécanisé est un terme que j'ai inventé il y a 50 ans en prévoyant que l'émergence de toutes petites machines polyvalentes allait permettre à des petits groupes de haute compétence de venir en compétition gagnante pour fabriquer la plupart de nos objets usuels. Débarrasser des coûts de la pub, de l'administration. On peut aujourd'hui faire du sur-mesure, et je le prouve dans mon île grecque, avec 2 menuisiers travaillant chacun avec un apprenti, sachant se servir de l'informatique, qui ont des machines, petites machines polyvalentes pour le bois, et qui me fabriquent des fenêtres et des portes de qualité allemande ou suisse ou ce que vous voulez, à des prix compétitifs et du sur-mesure. C'est une préparation à un phénomène beaucoup plus général. Et ce sera une occasion pour tous les designers artisans qui n'attendent que cela de pouvoir s'exprimer. Nos besoins essentiels en objets d'usage, de la petite cuillère aux vêtements pour être fabriqués localement grâce, pour le coup, aux petits outils intelligents et au talent des innombrables créateurs, les designers de campagne qui vont se révéler à eux-mêmes et à leurs amateurs du marché de proximité. Le temps libéré pourra être consacré à apprendre, à songer, le bonheur suprême des gens d'action, comme disait Alexandre Dumas, à enseigner, à former nos enfants à être des citoyens responsables, des producteurs de leur propre vie et pas des consommateurs ni des marchands, ceux que Jésus voulait déjà chasser du temple. Platon, dans la République, écrivait en citant Socrate qu'il fallait détourner la jeunesse du commerce et l'inciter à pratiquer la dialectique et la gymnastique. D'ailleurs, pas pour gagner une première place sur le stade, mais d'ailleurs pour être beau. Socrate en mourut, c'est dire si ce programme effraie depuis toujours les pouvoirs en place. Serrons les rangs, tenons-nous prêts. En dehors de la médecine de haute technologie, les médecins pourront redevenir des médecins de campagne, prendre le temps de s'occuper de leurs patients. Rappelons-nous par ailleurs que dans la Grèce du temps de Périclès, le nombre d'habitants était d'environ 300 000, selon les estimations. Mais que la proportion des artistes, artisans de toutes sortes, y était extraordinairement élevée. Est-ce que chacun d'entre nous ne rêve pas d'un monde où renaîtraient les ménestrels, les théâtres de rue, les designers artisans qui peuvent nous enchanter et nous faire rêver? Le cadre matériel. Mais tentons enfin de imaginer le cadre matériel dans lequel nous pourrons vivre autrement. Et interrogeons-nous ensuite sur ce que nos métiers pourront y faire. Dans mon dernier essai, Rêvons d'une autre ville, paru l'an dernier, j'avais développé avec précision un projet de cité pouvant recevoir une population de 120 000 habitants, projet pouvant s'appliquer à des cités plus petites. J'y suis presque, pardon. Ça va ? Ça va. Je vais vous livrer brièvement l'essentiel du programme. Quel que soit le lieu de construction, la forme d'une ville neuve, tout en s'adaptant au mouvement naturel du terrain, se rapprocherait du cercle, d'une pomme de terre, d'un œuf sur le plat, mais jamais d'une géométrie oblongue. Ainsi, on pourrait se rendre d'un point à l'autre de la cité sans moyens mécaniques, en 2 dizaines de minutes environ, puisque les distances maximales n'excéderaient jamais 3 km. La cité, deuxième principe, serait clairement limitée par une clôture qui devrait être végétale ou minérale, afin que l'on ne puisse pas créer d'excroissance de banlieue. Ainsi,
on satisferait aux besoins ataviques de territoires perceptibles. Si la population excède un jour la capacité de logement et surtout la densité de population définie au départ, une autre cité serait créée à quelques kilomètres sur des principes identiques. Car la densité de population ne peut pas croître indéfiniment au risque de déstabiliser le groupe tout entier, car au-delà d'un certain seuil apparaissent violence, agressivité et autres troubles graves du comportement. Cela a été largement documenté, je donne mes sources dans mon livre. Autour de ces cités nouvelles régnerait le végétal, un végétal utile, soit des cultures vivrières. À l'intérieur de la cité, les bâtiments ne dépasseraient jamais R+2, de telle façon que l'on puisse se passer des ascenseurs et que l'on ne cache pas le ciel, un retour à l'échelle humaine. Seuls les bâtiments publics auraient une taille de hauteur différente. La proportion du bâti et du végétal, 50-50, et ce végétal serait majoritairement utile, potager, fruitier, etc. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un jardin de curé entre nous? Le plan de la cité ne serait jamais orthogonal, jamais du plan colonial en damier, matérialisant et imposant l'ordre. On rechercherait toujours la déambulation, comme dans les cités du Moyen-Orient ou du Maghreb, ou à Venise. La prise en compte du climat, pluie, vent, ensoleillement, déterminerait en grande partie le tracé des voies et l'implantation des bâtiments. Les énergies seraient renouvelables, le recyclage et la réutilisation sont à la base même de la vie commune. La mixité sociale, le pourcentage élevé de locaux productifs pour les biens de consommation courante, distribués par de nombreuses échoppes et marchés, seront la règle. Les champs cultivés entourant les villes neuves fourniraient le supplément et nourriraient les animaux. On importerait le moins de choses possible et ce serait vrai pour les exportations. Les enseignements, les soins se distribuaient pour la plupart dans la cité. Certaines villes neuves auraient des spécialités médicales de recherche, pourquoi pas, mais elles ne grandiraient jamais au-delà des proportions que j'ai données. Et puis, nos nouveaux citadins auraient tout le temps de gérer directement leurs affaires dans le cadre de communautés de taille à leur mesure, une sorte d'autogestion, de démocratie horizontale qui ne serait plus sous le diktat d'un pouvoir distant et centralisateur. Conclusion. À ce tournant historique de l'histoire de l'humanité, nous, urbanistes, architectes, horticulteurs, paysans, artisans, designers, tous partisans et praticiens du vernaculaire contemporain, nous aurons un rôle formidable à jouer, en partie et en participant au changement du monde, dans sa structure et dans sa forme. Est-ce que ce n'est pas une raison d'espérer? En attendant, je m'adresse aux plus jeunes, vous qui allez prendre la relâche, tâchez de survivre par tous les moyens, sans abandonner vos idéaux, car la société va avoir bientôt besoin de vous. Dénoncez, luttez contre le système productiviste et ses affidés par tous les moyens, et contribuez à inventer, à soutenir des modèles de vie en commun, fraternels et pacifiques. Afin d'être prêts, quand on vous appellera à l'aide, tels des samouraïs, apprenez et perfectionnez sans relâche vos savoir-faire. En effet, il faudra restructurer, transformer les grandes cités et leurs banlieues pour les rendre autonomes, heureuses à vivre, pour leurs habitants pacifiés et douces pour la planète. Débarrasser des spéculateurs, on attendra de nous les conceptions des villes neuves et la direction de leurs innombrables constructions et jardins utiles. Enfin, dédié au service exclusif de nos sœurs et frères humains, de l'harmonie et de la planète Terre, respectés pour nos savoir-faire, désintéressés et comblés par une pratique libre et utile de notre art mécanique, nous pourrons dire que pour notre bien et le bien à tous, les architectes tenaces, les constructeurs en chef sont de retour. Amen. Ouais, ça va, on est
peu court parce que la production était trop longue. C'est de ma faute. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Mais ça va être rapide, parce qu'il faut passer à la signature du livre. Donc, dépêchez-vous si vous avez à poser des questions. Ah, une question. Tu me l'interprètes, Oui, j'entends mal. oui. Oui, on va dire 5 minutes de questions. Bonsoir, merci. Quel est le statut du réemploi dans votre vision vernaculaire? Quel est le statut du réemploi dans ta Le vision? statut, alors, si vous voulez, Angèle, qui est là pour en parler mieux que moi, il faut faire la différence entre un matériau biosourcé et, prenons la brique de terre compressée, il y a une part de ciment. C'est-à-dire que sa réutilisation est très problématique. Et je crois que cette notion que Angèle m'a transmise, qu'un matériau, après un temps donné, va pouvoir être réutilisé pour faire un autre bâtiment. Je crois que cette notion de la réutilisation est importante, car malgré ce qu'on peut croire, les matériaux biosourcés ne sont pas en quantité infinie. Donc cette notion de la réutilisation paraît très, très intéressante. C'est vrai pour le bois, c'est vrai pour la pierre. Moi, dans ma nulle grecque où il y a la pierre plus qu'on en veut, c'est formidable. On détruit une restante, on fait une maison avec. On réutilise, on change d'emploi. On peut peut-être encore une deuxième question, et après on passe à la signature du livre pour ceux qui veulent acquérir ce livre Rêvons d'une autre ville. Je ne perçois pas de droit d'auteur, je vous préviens. Hein. Très peu. Je ne suis pas intéressé à la quantité. Oui, eh bien, je crois que ça y est, nous avons terminé, donc on va passer à la signature à l'extérieur. Merci de m'avoir écouté. Voilà. Merci à vous.